En nutrition à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière et le docteur Poitou qui a participé à ce PowerPoint et MCUPH dans ce même service. Donc je vais vous parler du suivi médical et nutritionnel des patients opérés d'une chirurgie gastrique. Je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à ce qui a été dit ce matin et pas trop non plus empiéter sur ce qui va être dit cet après-midi parce que le sujet est quand même assez large. Donc tout patient opéré en chirurgie bariatrique va avoir donc un suivi à vie par une équipe pluridisciplinaire, on a bien insisté ce matin, et toujours en lien avec le médecin traitant. Pourquoi le suivi est-il indispensable ? Donc tout d'abord, nous en tant que médecin, on va évaluer la perte de poids et sa cinétique. On va également rechercher des complications du montage chirurgical, prévenir et dépister les carences vitaminiques et nutritionnelles, adapter les traitements éventuels du fait de l'amélioration des comorbidités et leur posologie, poursuivre l'éducation du patient, diététique, l'activité physique et l'observance, évaluer la nécessité d'un suivi psychologique ou psychiatrique, ainsi que la qualité de vie, envisager une éventuelle chirurgie réparatrice et encadrer une éventuelle grossesse. Donc, premièrement, donc, ce qu'on suit chez un patient opéré d'une chirurgie bariatrique, la perte de poids et sa cinétique. Donc juste pour revenir sur cette étude suédoise, l'étude SOS pour Swedish Obesity Study, qui est donc une étude qui nous aide beaucoup, nous, en tant que médecins nutritionnistes, qui a suivi donc, des patients opérés. Donc il y avait 4000 patients, 2000 patients opérés à la fois d'un anneau, d'une gastropathie verticale calibrée ou du bypass. J'ai pas de... Pardon, je pensais avoir la souris, mais ça marche pas. Ah si, voilà. Et qui ont été suivis, donc 2000 patients opérés par rapport au contrôle non opéré. Et donc cette étude a été suivie donc, sur 15 ans, donc une grosse cohorte. Et donc cette étude, ce qu'elle met en évidence, c'est que les patients opérés perdent du poids la première année de leur opération, majoritairement, avec un poids plus important, moins 32% de leur perte de poids pour les patients opérés d'un bypass gastrique, un peu moins pour les patients opérés d'une gastropathie verticale calibrée, anciennement appelée, c'est le Mason, moins 25%, et les patients opérés d'un anneau gastrique avec une perte de poids de moins 20%. Et ce qu'on observe au fil du temps, c'est que ces patients reprennent du poids avec une reprise de poids qui commence entre cette première et deuxième année, comme on le disait ce matin, vers 18 mois. Probablement, la reprise de poids débute sans jamais revenir à l'état de base sur ces patients suivis. Donc la reprise de poids après bypass, nous, ce qu'on va chercher, c'est identifier le phénomène, quand est-ce que les patients reprennent du poids, combien de poids ils reprennent, combien de patients ont repris de poids, également rechercher les facteurs favorisant cette reprise de poids, est-ce qu'ils peuvent être modifiables, au contraire non, et identifier les sujets à risque, est-ce qu'il y a des prédicteurs avant une chirurgie pour éviter cette reprise de poids. Première question, la définition de la reprise de poids, c'est pas si simple. Nous, les médecins, dans les littératures, c'est pas très bien décrit. Est-ce qu'on peut accepter 5 à 10% de reprise de poids? Est-ce que finalement c'est bien? Les chirurgiens, eux, ont une définition assez claire pour le succès pondéral. C'est soit un pourcentage de perte d'excès de poids supérieur à 50, ou alors un pourcentage de perte de poids de 20 à 30%, ou alors un IMC inférieur à 35 kg par mètre carré. Et finalement, le succès pondéral, pour le patient, ça peut être complètement différent, et ça va être son poids désiré qui peut être complètement différent du poids que le médecin souhaite ou que le chirurgien définit comme succès. En plus, d'autres questions se posent, c'est que finalement, dans les études, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a quand même pas mal de perdus de vue, ce qu'on a aussi, nous, à la Pitié-Salpêtrière, et du coup, c'est difficile de savoir combien de patients reprennent du poids. On sait en tout cas que 20 à 30% des patients n'arrivent pas au succès pondéral, et que 20 à 25% à 10 ans reprennent une partie du poids perdu, et que bien sûr, tous les patients opérés d'une chirurgie bariatrique sont à risque de reprendre du poids. Les facteurs de reprise de poids à prendre en compte, je passerai rapidement, on en a quand même beaucoup parlé ce matin. Il y a eu des études qui ont montré que chez les patients qui reprenaient du poids 18 mois après une opération, donc là c'était le bypass gastrique, il y avait une réapparition de l'augmentation de la faim, des difficultés à faire face au retour des envies de manger et des compulsions sur les aliments denses en énergie. Une autre étude qui retrouve que chez les patients qui reprenaient du poids, il y avait donc une réapparition, une augmentation des pulsions alimentaires, une diminution du score de bien-être avec une augmentation de la consommation d'alcool. Et donc, on observe après les patients opérés d'une chirurgie bariatrique, il y a une modification des apports quantitatifs, mais aussi qualitatifs. On voit bien que chez les patients qui reprennent du poids, ici, ils augmentent leur apport en quantité, avec un apport en calories plus important par rapport à ceux qui ne reprennent pas du poids. Mais également,
ils ont une alimentation qui est beaucoup plus grasse, avec des snacks, des douceurs et une alimentation avec des aliments très gras. D'autres facteurs psychologiques, je redirai rapidement que c'est très débattu la relation entre la dépression, l'anxiété et la reprise de poids dans les études, soit parce qu'elles sont faites différemment, enfin c'est très compliqué. Et les patients présentant un trouble de la personnalité en préopératoire sont plus à risque de reprendre du poids. Ça c'est une étude, c'est une méta-analyse qui démontrait que cet article démontrer une reprise de poids chez les patients présentant un trouble de la personnalité en préopératoire. Donc les patients qui ont un succès pondéral, donc ceux qui ont un pourcentage de perte d'excès de poids supérieur à 50%, ont une qualité de vie bien meilleure par rapport à ceux qui reprennent du poids. Et ce qui est important, c'est très sensible, ce qui est important, c'est que dans cette étude, ils ont montré que le nombre de consultations psychologiques avant la chirurgie était un facteur prédictif de succès pondéral à distance de la chirurgie, à 8 ans de la chirurgie de type bypass. Sur la compliance au suivi, ça c'est un élément pareil essentiel au suivi. Les patients qui n'ont pas de suivi régulier sont plus à risque de reprendre du poids. Ça paraît logique, les patients également qui n'ont pas d'activité physique en préopératoire et encore moins d'activité physique en post-opératoire. Donc nous, tout au long du parcours, on insiste vraiment très intensément sur l'activité physique à mettre en place avant une chirurgie, même de la marche, hein, c'est déjà important, et sur le post-opératoire pour maintenir la perte de poids et favoriser la masse musculaire. Concernant la consommation d'alcool et la dépendance à l'alcool, c'est un point important, on est de plus en plus sensible par rapport à ça. Nous, à la Pitié-Salpêtrière, on sait que les patients opérés d'un bypass, notamment, sont plus à risque d'être alcoolodépendants. Il y a une étude dans le JAMA en 2012 qui a publié ces résultats auprès de 2458 patients opérés d'un bypass. Il y avait vraiment un risque d'alcoolodépendance en post-opératoire. Et surtout, comme facteur prédictif, donc il y avait que c'était des hommes jeunes, isolés socialement et déprimés en préopératoire. Et donc là, ce graphique pour vous montrer que les patients opérés d'un bypass ont une incidence plus importante dans la consommation d'alcool par rapport à la gastroplastie verticale calibrée et l'anneau et un groupe contrôle de patients non opérés. Et donc du coup, dans notre pratique, ça a changé un petit peu les choses. Il y avait une question ce matin par rapport à ça. Nous, du coup, pour les patients qui ont un antécédent d'addiction à l'alcool, compte tenu de ces résultats, on a un petit peu plus peur de leur faire un bypass gastrique. Et donc, du coup, on choisira plutôt une sleeve gastrectomie. Parce qu'en plus, dans les patients qu'on suit, on a quelques patients qui ont développé des consommations d'addiction à l'alcool après un bypass gastrique, alors qu'ils n'avaient pas de problème avec l'alcool auparavant. Donc, du coup, on a cette attitude-là. Est-ce que c'est la bonne? En tout cas, on reste prudent par rapport à ça. Ça, c'est des résultats d'une étude dans le service où on a essayé d'identifier des facteurs biologiques préopératoires associés au regain pondéral 2 ans après une chirurgie de type bypass gastrique. Donc, c'est 100 patients qu'on a suivis dans le service. Et donc, là, pour juste vous montrer encore une fois que la complexité sur la reprise de poids, nous, on a défini finalement cette reprise de poids. On avait réparti les patients en 3 groupes et donc on a défini la reprise de poids en tertile. Donc, nous, ça allait de plus 1,8 kg à plus 17,2 kg. Et donc tout ça pour vous dire qu'on avait retrouvé finalement que les hommes diabétiques étaient plus à risque à reprendre du poids 2 ans après la chirurgie de type bypass gastrique. Concernant les complications du montage chirurgical, je ne vais pas empiéter sur les chirurgiens, mais on est quand même assez attentif sur les complications qu'on peut rencontrer. Donc je passerai vite, hein, je ne suis pas chirurgien, je suis médecin. Donc il peut y avoir donc, des fistules. Donc ça c'est juste pour vous illustrer un TOGD. Oh là là, c'est d'une patiente. Où là donc le TOGD c'est un transit œsogastro-duodénal, c'est une radio de l'estomac et on fait boire du produit de contraste aux patients pour voir donc l'estomac et le passage du montage. Et normalement quand on a un bypass, je ne sais pas si vous avez bien suivi ce matin, donc il y a un estomac qui est exclu. Une partie de l'estomac qui est exclue, donc on ne devrait pas voir l'estomac exclu avec le produit de contraste, vu qu'il est l'estomac, il y a la petite poche et il va directement dans l'intestin. Or là, en fait, sur ce TOGD, on voit que l'estomac est totalement reperméabilisé, parce que donc il y avait une fistule gastro-gastrique comme complication de cette chirurgie. Il peut y avoir des abcès, des ulcères, des anastomoses et des ulcères gastriques qui peuvent entraîner des hémorragies digestives hautes.
Également, ce qu'on craint principalement avec les bypass gastriques, ce sont les occlusions sur hernie interne. Ce sont des occlusions, les signes cliniques, ce sont ceux d'une occlusion, donc douleur abdominale rythmée par les repas, qui peut être associée avec des vomissements, des douleurs abdominales, un arrêt des matières et des gaz. Et donc, en fait, les anses intestinales peuvent se coincer dans différents loges anatomiques, créées donc par la chirurgie, la technique chirurgicale. Il peut y avoir donc des sténoses digestives. Là, c'est pareil, hein, c'est un TOGD, c'est un examen radiologique, donc qui nous sert quand même bien pour suivre les patients en post-opératoire. Et donc là, on voit qu'il y a un rétrécissement de l'anse digestive qui peut donc entraîner des vomissements. Il peut y avoir également donc, des cholécystites. Elles sont dues donc, elles sont secondaires à la perte de poids rapide et importante en post-opératoire. Donc il faut y penser devant des douleurs abdominales. Les troubles fonctionnels qu'on rencontre selon les différentes techniques chirurgicales, je passerai rapidement parce que le docteur Anachi va en reparler tout à l'heure, mais grosso modo, donc les vomissements, c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses, comme on le disait ce matin, pour les troubles du comportement alimentaire, mais il faut vraiment penser tout d'abord à éliminer une cause organique à ces vomissements, parce que c'est pas normal de vomir avec un bypass ou une autre chirurgie, c'est pas normal d'avoir des dysphagies, c'est pas normal d'avoir mal, hein, c'est des chirurgies qui ne font pas mal, donc il faut bien prendre en compte les complications et les troubles fonctionnels. Juste pour information, aussi le risque de développer un reflux gastro-œsophagien chez les patients opérés d'une sleeve gastrectomie. Le dumping syndrome et les hypoglycémies, donc ce sont des symptômes qui sont secondaires et très fréquents chez les patients opérés d'un bypass. Parce que donc les aliments qui vont dans la petite poche de l'estomac, ici, passent directement dans l'intestin. Et donc l'intestin n'est pas fait pour absorber ces aliments trop gras, trop sucrés. Et donc il peut y avoir une hyperosmolarité. Et donc ça crée des symptômes comme des malaises vagaux avec des troubles vasomoteurs, céphalées, palpitations, flush, pâleur, syncope. Allant aussi avec des troubles abdominaux, nausées, crampes abdominales, diarrhée, borborine. Donc il faut y penser, c'est fréquent. En général, le patient, il reconnaît l'aliment déclencheur, hein, il le sait, j'ai un jus de fruits, un croissant, il le sait, donc après il l'enlève complètement de son alimentation et en général ça passe. Et il peut y avoir donc des manifestations tardives avec des hypoglycémies fonctionnelles qui surviennent vraiment à distance du repas, 1 à 3 heures après le repas, pardon, alors que les dumping syndromes sont vraiment précoces, hein, dans 15 à 30 minutes qui suivent le repas, où là on a de vraies hypoglycémies avec ce que ça entraîne, hein, donc il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance, donc c'est vraiment, ça peut être très gênant pour les patients. C'est assez rare, mais quand même environ 5% des patients opérés d'un bypass gastrique. Et il est assez difficile de prédire quels patients vont développer ces hypoglycémies fonctionnelles. Et ça n'a rien à voir avec un diabète en préopératoire, rien à voir, hein. C'est vraiment deux choses complètement différentes. On va également donc prévenir et dépister les carences vitaminiques et nutritionnelles. Ça, je vais passer rapidement parce qu'on va le développer par la suite dans le topo suivant. Donc voilà, donc bien sûr, juste ça dépend du type de chirurgie. Donc les dérivations bilioppancréatiques sont plus à risque de développer des nutritions et des carences en vitamines et oligo-éléments. Ensuite, il y a le bypass, la sleeve et l'anneau. Il faut prendre en compte la supplémentation. C'est sûr qu'un patient qui ne prend pas sa supplémentation, qui est donc censée être à vie, hein, pour les patients opérés, notamment surtout pour le bypass, les dérivations bilioppancréatiques. Et pour les sleeves et l'anneau, ça dépend en fonction de la perte de poids, s'il y a des règles, chez les femmes qui ont encore leurs règles, etc. Ça dépend de la diversité alimentaire, du délai de la chirurgie, hein. Il y a certaines carences qui vont se développer à distance de la chirurgie et des facteurs aggravants. Ça paraît logique. Les vitamines les plus courantes qu'on voit en carence, le fer, la vitamine D, suivi de la vitamine B12, des protéines, puis des folates et la vitamine B1, qui est très grave. Je n'en dirai pas plus. Je passe assez vite parce que ça va être développé par la suite. Pourquoi ce risque? Tout d'abord, donc, il y a une carence d'apport. Hein, c'est l'objet de cette chirurgie. On va réduire les apports alimentaires, on crée donc une restriction alimentaire. Il va également y avoir une modification des goûts. Certains patients décrivent un dégoût pour les protéines, donc ils ne peuvent plus manger de viande. Souvent, c'est des viandes rouges, donc on essaye de trouver des solutions en mangeant plutôt du poisson, des viandes blanches. Il peut y avoir aussi des intolérances alimentaires, donc bien faire aussi la part des choses entre les vomissements et l'intolérance alimentaire.
Ça, c'est vraiment les patients à l'interrogatoire, on arrive à bien faire la différence. Il y a également donc, les hormones de la faim qui rentrent en jeu. Il y a donc la maladigestion et la malabsorption avec une réduction de la surface d'absorption, avec les courts-circuits duonénales et de la portion proximale du jejunum qui est donc chantée, une diminution des sécrétions enzymatiques, l'estomac qui n'a plus sa fonction mécanique, une asynergie entre le bol alimentaire et les sécrétions bilo-pancréatiques, ainsi qu'une diminution des sécrétions gastriques qui sont nécessaires pour l'absorption des vitamines, notamment du fer et de la vitamine B12. Nous, donc, on a l'habitude dans le service de supplémenter systématiquement les patients opérés d'un bypass avec donc, des multivitamines, du fer, du calcium, de la vitamine D et de la vitamine B12. Donc il faut savoir que pour le patient, ces vitamines ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment important dans la discussion de quel type de chirurgie on va pouvoir proposer aussi aux patients. Quelqu'un qui n'aura pas les moyens de pouvoir payer ses vitamines, on ne lui fera pas une chirurgie avec un risque de complications nutritionnelles important. Et donc, il faut savoir, c'est en gros 10 à 15 euros par mois de budget. Les sleeves et les anneaux, on met des multivitamines en général première année, pendant la perte de poids. Une fois que le poids est stabilisé, on peut les enlever. Le fer, on peut l'enlever également et en remettre si besoin. Et on surveille également la vitamine B12 et la vitamine D. Donc surtout, vous êtes amené, si vous suivez des patients opérés, donc amené à avoir ces supplémentations vitaminiques, surtout pas les arrêter, elles sont vraiment indispensables. On peut donc être amené à utiliser des galéniques différentes en fonction de la tolérance du patient. On va donc, nous, notre rôle, ça va être également d'adapter les traitements éventuels et leur posologie en fonction des comorbidités. Ça a été dit, la chirurgie bariatrique, elle permet d'améliorer de nombreuses comorbidités, le diabète, la tension, le syndrome d'apnée du sommeil. Ça diminue donc la stéatose hépatique, le retentissement articulaire, mécanique. Et donc en post-opératoire immédiat, on va être amené à diminuer par 2 les doses d'insuline. On peut être amené aussi à baisser les ADO. On va baisser les traitements antihypertenseurs. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'on fait en pratique, je pense que ça vous intéresse peu. Également, donc, on va être attentif pour les chirurgies de malabsorption, pour les traitements qui peuvent être modifiés, les AVK, les hormones thyroïdiennes, les antiépileptiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques. On va faire attention à ces dosages-là. Et si vraiment c'est des traitements qui sont nécessaires, ce qu'on fait nous souvent en amont de l'opération, c'est qu'on discute avec les spécialistes référents des maladies pour voir si éventuellement ces médicaments-là ne pourront pas être un jour passés en injectable si jamais la maladie échappe au traitement Pripéros. Donc on essaye de prévoir un petit peu la suite si jamais il y a une mauvaise absorption. À moyen terme, donc c'est des patients qu'on va désappareiller de leur masque pour le syndrome d'apnée du sommeil. Et on va également réaliser une adaptation des antalgiques. On arrêtera donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'ils ont un risque de favoriser des ulcères gastriques, donc sur l'estomac qui reste. Moi je leur dis aux patients, votre estomac qui reste, c'est des précieux. Donc c'est important d'y faire attention et donc on peut éviter en général d'utiliser des AINS et donc on peut utiliser des morphiniques si besoin, il n'y a pas de problème. On va donc poursuivre l'éducation thérapeutique, l'éducation du patient, diététique, l'activité physique et l'observance au mieux qu'on peut parce que donc on a quand même pas mal de perdu de vue. Ça je pense que c'est pour tout le monde pareil et dans tous les centres. Et donc il y a eu une étude de Marina Vino, c'est une infirmière qui travaille dans le service et donc qui a réalisé un mémoire sur le suivi des patients dans le service. Et donc, elle a suivi donc, 207 patients suivis qui ont été opérés d'un anneau, d'une sleeve et d'un bypass, un suivi sur 5 ans, donc c'est très intéressant. Et donc les patients ont perdu de vue, à 1 an on a 9%, à 2 ans 15%, quasi 7%, et à 5 ans un patient sur 2 est perdu de vue. Donc c'est quand même énorme. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour essayer de les récupérer, ces malades-là, parce que c'est une maladie, même si l'obésité, donc c'est une maladie chronique, on les opère d'une chirurgie qui reste quand même invasive, avec le besoin d'un suivi à vie. On va évaluer la nécessité d'un suivi psychologique ou psychiatrique et la qualité de vie. Donc je repasserai rapidement, mais on est assez sensible au risque de suicide, ça a été bien dit ce matin, les décompensations psychiatriques, les troubles du comportement alimentaire, le retentissement sur la vie future. Alors je pense nous en tant que médecins, on est assez sensible à ça, mais je pense qu'on le fait mal, parce que même les patients, quand on fait des réunions d'information et d'échange,
souvent ils nous disent vous nous l'avez dit, mais on n'est pas encore assez prêt par rapport à ça. Pourtant, on leur dit qu'on a des réunions d'échange mensuels où il y a des patients opérés qui viennent témoigner pour des patients qui sont en préparation à la chirurgie. Et donc ils racontent leur vécu, parce qu'on a beau leur dire les complications, le devenir, etc. Quand c'est un médecin qui parle et quand c'est un patient qui l'a vécu, je pense que le message est quand même plus clair. Mais malgré ça, ça reste difficile pour eux. Donc sur la vie personnelle, on a parlé, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et notamment, comme c'est une chirurgie qu'on fait surtout chez les femmes, la femme qui donc reprend un travail, qui s'affirme. Et c'est vrai que souvent, pour le conjoint, ça peut être difficile. Moi, j'ai une patiente que j'avais vue en consultation. Sur le plan, elle a été opérée d'un bypass, donc ça a été vraiment un succès à la fois sur le plan pondéral, les comorbidités. Elle avait plus de traitement pour son diabète, plus d'appareillage de son sas, elle retravaillait. Vraiment, elle était dynamique, un vrai succès. Mais elle m'a dit, ça n'est pas du tout sur le plan psychologique, parce qu'elle m'a dit, mais mon mari veut que je redevienne comme avant. Donc là, c'est dur en tant que médecin quand on entend ça, parce que finalement, elle était très contente d'avoir eu tous les bénéfices de cette chirurgie, mais finalement, dans sa vie de couple, c'était compliqué et son mari ne l'acceptait pas du tout. Sur le plan social, donc la modification du regard des autres, de la rivalité et la perturbation de l'image corporelle, c'est vraiment très difficile, le décalage entre le corps perçu et le corps réel. Moi, je leur pose des questions simples à la consultation, savoir les vêtements, la taille des vêtements, est-ce qu'ils se trompent encore sur la taille des vêtements qu'ils achètent? Et finalement, les 3/4 se trompent à distance de la chirurgie, ils vont toujours sur une taille au-dessus. Donc ils ont encore une image de leur corps complètement en décalage avec ce qu'ils sont, alors que ça peut être aussi participer encore à l'apparition des troubles du comportement alimentaire aussi, parce que finalement, pour nous, ils ont un succès pondéral avec l'amélioration des comorbidités, la perte de poids qui est attendue et retrouvée, mais eux se voient encore trop gros. Donc ça, c'est difficile, et nous, en tant que médecins, on est assez démunis par rapport à ça. On va donc parler avec eux aussi d'envisager une chirurgie réparatrice, parce que donc ce parcours à la chirurgie, il est quand même complexe, hein, on les suit, donc on les prépare assez longuement à la chirurgie. Nous, on leur dit au moins 6 mois, 1 an de préparation, c'est en général minimum 1 an, dans le service c'est assez long. Et du coup, après la chirurgie, et après, donc, une fois qu'ils ont perdu le poids, ils ont un corps qui est vraiment difficile à accepter, tout tombe. Nous, les patients qui ont vécu ça, ils s'appellent les patients chauves-souris, parce qu'ils ont les avant-bras là, qui tombent et qui pendent. Donc c'est assez difficile, le tablier abdominal qui arrive jusqu'au genou, donc c'est très invalidant. Et donc vous pouvez imaginer que dans la nudité, dans le couple à deux, c'est difficile pour soi et aussi pour le regard des autres. Donc on le propose, la chirurgie plastique, on la propose entre 1 an à 1 an et demi après la chirurgie, une fois que le poids est stable, et bien sûr en l'absence de dénutrition et de carence en vitamines et en oligo-éléments. Et donc il y a une prise en charge par la sécurité sociale après une entente préalable. Et donc la sécurité sociale, elle prend en charge donc, les bras, le ventre. Ils peuvent faire aussi un body lift où c'est vraiment le tour complet. La cruroplastie, donc c'est l'intérieur des jambes qui peut être pris en charge. Et la réduction mammaire, c'est 300 grammes par sein. Donc c'est pas du tout la remontée. Il faut bien le préciser aux femmes, parce que souvent les femmes, après, elles ont les seins qui tombent, mais ça, c'est pas pris en charge. C'est vraiment la réduction mammaire, donc c'est assez compliqué. Et moi, je les préviens bien que là, donc, ça paraît simple, finalement, la chirurgie réparatrice. On va enlever cet excédent de peau et puis c'est des séquelles de l'obésité. Il faut quand même les prévenir que ces cicatrices-là, ça peut être des balafres. Moi, j'utilise vraiment ce mot-là, balafre, parce que déjà, ça dépend du type de peau. Et en général, c'est des cicatrices pour les bras qui vont vraiment à l'intérieur des bras, donc qui se voient. Donc ça peut être aussi une difficulté supplémentaire pour ces patients. Donc c'est pas si simple. Donc il faut bien les prévenir avant. Et donc on opère donc de plus en plus des patients de la chirurgie bariatrique, majoritairement des femmes comme on a dit ce matin, et également des femmes qui sont infertiles, et donc elles ont ce projet de perdre du poids pour avoir une grossesse, puis d'autres qui juste pour perdre du poids. Et donc une grossesse, c'est pas contre-indiqué, hein. Toutes les chirurgies bariatriques, bypass, sleeve et anneau, je parle pas des autres chirurgies, hein, je parle juste de sleeve, bypass et anneau, peuvent avoir une grossesse. Enfin, les autres aussi, mais elles sont plus à risque de dénutrition et de carence, et donc délétères pour le fœtus. Et donc pareil, on va les suivre, et on recommande
un arrêt de contraception 1 an à 1 an et demi après la chirurgie, pareil, une fois que le poids il est stable et en l'absence de dénutrition et de carence, bien évidemment. On supplémente les femmes en folate comme dans la population générale, mais avec des doses un peu plus importantes pour les patientes opérées, et on réalise un suivi trimestriel, médical et nutritionnel en lien avec l'obstétricien. Les modalités du suivi, donc ça c'est ce qu'on fait nous dans le service, on suit les recommandations de la HAS. Donc le patient va être opéré au tenté de sa chirurgie, il sera revu à 1 mois par un médecin nutritionniste ou une diététicienne, il verra également le chirurgien à 1 mois, il y a un hôpital de jour à 3 mois, 6 mois, 1 an, où il reverra également le chirurgien. Puis après c'est un suivi donc, en consultation annuelle. Je n'ai pas mis tous les pointillés, mais c'est à vie, hein, le suivi annuel, avec un HTJ à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Après, on espère pouvoir les suivre tous les 5 ans, mais il faut qu'on les garde. Le suivi clinique, donc c'est ce que j'ai dit précédemment. Le suivi biologique, donc on réalise une batterie d'examens biologiques pour les suivre sur les complications nutritionnelles, vitamines et oligo-éléments. Comment améliorer le suivi ? Donc ça, c'est une bonne question. C'est une question qui se pose actuellement dans le service sur le parcours du soin du patient opéré d'une chirurgie bariatrique. Donc il y a un travail qui est réalisé avec l'ICANN et le centre obésité dont on fait partie. Et donc l'objectif, c'était donc d'uniformiser nos pratiques, déjà à nous dans le service, mais également au niveau national, pour le parcours de soins du patient en pré-opératoire, mais également dans le suivi en post-opératoire. L'objectif, c'est d'impliquer le patient comme acteur de santé dans le parcours de soins et voilà, donc d'insister dans la préparation en amont. Et donc pour cela, c'est en cours de création, mais ça va sortir incessamment, un petit dossier livré. En fait, il va y avoir un petit carnet que le patient aura, qu'on lui remettra dans son circuit de préparation à la chirurgie, qui gardera avec lui, un peu sur le même, un peu comme le carnet du diabétique. Hein, c'est un peu le même outil, qui gardera avec dedans donc, une information complète sur la préparation à la chirurgie, les nombreux examens qu'il a à faire, des petits endroits où il pourra marquer les questions qu'il a à nous poser en consultation. Et ce dossier, comme on travaille en multidisciplinarité, il pourra être aussi transmis aux différents intervenants, et donc on pourra échanger, nous également, en même temps, par ce dossier. Et l'objectif, c'est que ce dossier soit également uniformisé pour tous et donc au niveau national. Donc pour conclure, hein, donc on a bien insisté que l'obésité était une maladie chronique. Cette chirurgie, c'est un traitement efficace, c'est sûr, mais il y a aussi des complications qui sont secondaires à cette chirurgie. Donc le dépistage et la prévention, ça c'est vraiment indispensable. On va adapter les traitements aux comorbidités du patient. On va essayer d'optimiser au mieux les résultats, à la fois au niveau pondéral et sur la qualité de vie. Et on va s'adapter aux situations particulières, donc que ce soit la grossesse ou d'autres pathologies associées. Et je voudrais finir, parce que je trouvais ça marrant, j'ai trouvé dans un article, mais finalement c'est ce que nous disent tous les patients, je n'ai pas de chiffre, mais je pourrais dire peut-être à 95%, malgré les difficultés de ce parcours qui est vraiment long, laborieux, difficile, à la fois donc, sur le plan physique, diététique et psychologique, la plupart des patients sont satisfaits, et si c'était à refaire, ils le referaient. Voilà. Merci, et je suis ouverte à la discussion.